Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer la mise en ligne d'une nouvelle vidéo consacrée au contrôle de l'exécution budgétaire par le Parlement. Cette vidéo a été conjointement réalisée par des étudiants du Master 2, Finances et Fiscalité publique, promotion Cambon, année universitaire 2024-2025, ainsi que du Master 2, Droit public général et contentieux public de l'Université de Lille, à savoir Ismaël Ahmed, Mathilde Lantrémy et Célestine Séguier. Bonjour et bienvenue sur Finance Télé. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du contrôle de l'exécution budgétaire par le Parlement. Ce thème est essentiel puisqu'il permet de comprendre comment le Parlement, en tant qu'organe législatif, vérifie que les dépenses et les recettes de l'État soient réalisées conformément aux lois de finances votées. Nous aborderons ce thème à travers différentes questions que je vais poser à Ismaël, expert en droit administratif financier, et à Célestine, experte en finances publiques. Nous allons d'abord voir la naissance de ce contrôle, pourquoi il a été créé, puis les différentes réformes, les limites et enfin les solutions s'il y en a. Tout d'abord, Célestine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le contrôle de l'exécution budgétaire par le Parlement est-il né ? L'histoire du contrôle de l'exécution budgétaire exercée par le Parlement en France a évolué en parallèle des transformations politiques du pays. Elle témoigne de la manière dont l'équilibre des pouvoirs s'est modifié entre l'exécutif et le législatif, notamment en matière de finances publiques. Sous l'Ancien Régime, la monarchie absolue concentrait entre ses mains l'essentiel des pouvoirs. Les assemblées représentatives, comme les États généraux, étaient rarement consultées. Lorsque c'était le cas, leur rôle était limité à l'approbation des nouveaux impôts, sans réel contrôle de l'utilisation des fonds. Dès lors, les finances royales restaient opaques et soumises à la seule discrétion du monarque, rendant toute forme de contrôle parlementaire impossible. Cependant, cette absence de contrôle a été un des problèmes majeurs ayant conduit à la Révolution française. Le mécontentement populaire, notamment lié à la mauvaise gestion des finances publiques et à la perception d'injustice fiscale, a créé les conditions pour un changement radical de la gestion budgétaire. La Révolution française de 1789 marque une rupture dans l'histoire du contrôle des finances publiques. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre en son article 15 que, je cite, « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce principe pose donc les bases du contrôle parlementaire sur la gestion des fonds publics. Sous la Première République, le Parlement obtient ainsi le droit de voter les recettes et dépenses publiques, mais aussi de contrôler leurs exécutions. Ce pouvoir découle du principe selon lequel c'est au peuple, représenté par ses élus, de déterminer et de vérifier l'usage des fonds publics. Cependant, le contrôle reste encore limité, et la mise en œuvre de ces principes se heurte aux difficultés liées à l'instabilité politique. C'est lors du XIXe siècle, marqué par plusieurs régimes politiques successifs, la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire, que le contrôle parlementaire commence à s'institutionnaliser. L'outil principal permettant d'approuver les comptes de l'année écoulée est la loi de règlement qui est votée chaque année. Cette loi de règlement constitue une sorte de validation formelle du budget exécuté par le gouvernement. Cependant, en pratique, ce contrôle reste largement théorique. La loi de règlement intervient tardivement après l'exécution des dépenses et suscite peu de débats au sein du Parlement. De plus, les moyens à la disposition des députés pour exercer un contrôle rigoureux sont limités. Ainsi, le pouvoir exécutif conserve une grande influence sur la gestion budgétaire, ce qui restreint l'efficacité du contrôle parlementaire. Sous la Troisième République et la Quatrième République, le contrôle des finances publiques se structure davantage. La création de la Cour des comptes le 16 septembre 1807 renforce la capacité de surveillance des finances publiques. Cette institution étant chargée de vérifier la régularité des comptes de l'État et des administrations publiques. De plus, les commissions des finances de l'Assemblée nationale jouent un rôle croissant dans l'évaluation des dépenses publiques. Malgré ces avancées institutionnelles, le contrôle effectif reste souvent inefficace. Les parlementaires continuent à privilégier l'examen du budget au moment de sa préparation plutôt qu'au stade de son exécution. Un exemple de l'efficacité de ce système peut être illustré par l'adoption de la loi de règlement. Cette loi qui clôture le budget de l'État, cette dernière n'a été adoptée que par le Parlement en 1936 pour clôturer l'exercice de 1915. Avec l'instauration de la Ve République en 1958, sous l'impulsion du général de Gaulle, le pouvoir exécutif est renforcé, tandis que le rôle du Parlement est restreint en matière budgétaire.
Le Parlement conserve son pouvoir de voter les recettes et les dépenses, mais son contrôle sur l'exécution du budget devient secondaire. Le contrôle a posteriori, par le biais de la loi de règlement, suscite peu d'intérêt parmi les députés. Et cette phase est souvent perçue comme trop technique et déconnectée des enjeux politiques majeurs. Le véritable tournant dans le contrôle de l'exécution budgétaire intervient avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, de 2001, qui introduit une nouvelle logique de la gestion publique centrée sur la performance et les résultats. Avant la LOLF, l'État fonctionnait selon une logique de moyens, où l'attention portait principalement sur la conformité des dépenses par rapport aux crédits votés. La LOLF renverse cette approche en exigeant une gestion axée sur les objectifs et les résultats. Ainsi, le contrôle de l'exécution budgétaire devient plus dynamique. Cela se traduit par le fait que le Parlement dispose désormais de nouveaux outils pour suivre l'exécution en temps réel. Sont produits des rapports de performance, tels que des documents de politique transversales pour chaque programme budgétaire, et permet aux parlementaires de juger l'efficacité des politiques publiques. On peut aussi dire que la Commission des finances a un rôle clé dans l'analyse des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Ainsi, cette réforme a renforcé le pouvoir du Parlement dans le contrôle des finances publiques. Merci beaucoup Célestine d'avoir répondu à cette question. Ainsi, nous pouvons voir que l'histoire du contrôle de l'exécution budgétaire exercée par le Parlement en France montre bien comment ce pouvoir a évolué en parallèle des transformations politiques du pays, avec un équilibre des pouvoirs qui s'est progressivement modifié entre l'exécutif et le législatif. On voit aussi que ce contrôle a longtemps été limité, voire a été inefficace avant la LOLF de 2001. Aujourd'hui, grâce aux réformes successives et à cette nouvelle approche axée sur la performance et les résultats, on pourrait alors se demander, suite à ces nombreuses réformes, le contrôle parlementaire a-t-il été réellement renforcé? Ismaël, spécialiste en droit administratif financier, va pouvoir nous répondre et nous éclaircir sur ce point. Bonjour Ismaël. Bonjour Mathilde, je vous remercie pour cette pertinente question. Vous savez, après une longue période de désintérêt et de dysfonctionnement majeur, en effet, le contrôle parlementaire de l'exécution du budget occupe désormais une place centrale dans le paysage institutionnel français. Car depuis une vingtaine d'années, il y a eu plusieurs réformes à ce sujet. Pourquoi, pour répondre à votre question, il est nécessaire de souligner ces différentes réformes successives qui ont permis le renforcement du contrôle parlementaire, que ce soit dans le cadre du contrôle en cours d'exécution ou dans celui du contrôle en fin d'exécution du budget. Nous allons d'abord nous intéresser au contrôle en cours d'exécution. Traditionnellement, le contrôle du Parlement sur l'exécution du budget était limité, malgré l'existence des moyens substantiels permettant un suivi budgétaire. Toutefois, avec l'adoption de la loi relative aux lois des finances du 1er août 2001, il y a eu une importante évolution en matière de contrôle parlementaire. Le rôle du Parlement a été renforcé grâce aux prérogatives accrues des commissions de finances, notamment en ce qui concerne les modifications des crédits en cours d'exécution. La LOLF a également conféré des pouvoirs étendus au président et aux rapporteurs des commissions de finances, leur permettant d'exercer un contrôle régulier sur les crédits en cours d'exécution. Il y a également l'article 57 de la LOLF qui autorise ainsi des contrôles sur pièce et sur place, offrant par ailleurs la possibilité d'auditionner des fonctionnaires et responsables publics sur l'usage des crédits. Ces dispositifs également complétés par un droit d'accès à l'ensemble des documents relatifs aux finances publiques, sauf ceux couverts par des secrets spécifiques tels que les secrets de défense ou médicaux. Le contrôle en cours d'exécution ne se limite pas aux crédits ouverts par la loi des finances initiales. Il inclut également des modifications budgétaires intervenues en cours d'année. Conformément à l'article 12 de la LOLF, les virements et transferts des crédits font l'objet d'une information préalable aux commissions de finances. De même, les crédits d'avance utilisés en cas d'urgence pour ouvrir les crédits supplémentaires nécessitent l'avis préalable des commissions parlementaires compétentes. Par ailleurs, la LOLF a permis des mécanismes contraignants pour garantir l'effectivité du contrôle parlementaire. En cas de non-transmission des informations demandées dans un délai raisonnable, par exemple, les commissions peuvent saisir le juge administratif en référé pour obtenir une cessation de l'entrave sous astreinte. En outre, la loi organique du 28 décembre 2021 a introduit des droits supplémentaires pour les commissions de finances, leur permettant de solliciter des informations auprès des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques. Ces nouveaux cadres accordent également un droit d'accès à certaines informations fiscales couvertes même par les secrets.
Ainsi, si ces cadres législatifs ne confèrent pas au Parlement un réel pouvoir décisionnel, ils représentent néanmoins un progrès significatif par rapport à la situation antérieure où l'exécutif jouissait d'une large autonomie dans la gestion des modifications budgétaires. Par ailleurs, ces renforcements du contrôle parlementaire en cours d'exécution s'étend également au contrôle a posteriori, le contrôle en fin d'exécution avec l'adoption de la loi règlement. D'autre part, le contrôle en fin d'exécution du budget trouve ses origines dans la loi du 15 mai 1818 promulguée sous la Restauration. À l'époque, il constitue un acte politique majeur, étant l'un des rares moments où le Parlement pouvait se prononcer sur la gestion des comptes publics. En effet, après avoir autorisé la mise en œuvre des recettes et des dépenses par les votes du budget, le Parlement est amené à se prononcer sur l'exécution définitive de ces derniers. Avec le temps et avec la consolidation du pouvoir parlementaire, cette procédure est devenue une formalité, perdant sa portée initiale. Il s'agissait donc de redonner à la loi règlement son importance dans la gouvernance des finances publiques. C'est ainsi que la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a instauré en lieu et place de la loi règlement, la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation du compte de l'année à compter du budget de 2023. Cette réforme a permis la valorisation de cette loi. Elle visait à enrichir son contenu et à renforcer son rôle dans les processus budgétaires. Désormais, le Parlement approuve non seulement les comptes des résultats annuels du budget de l'État, mais analyse également la performance budgétaire globale à l'aide d'indicateurs de gestion. Cette approche s'inspire du secteur privé, dotant les parlementaires d'outils plus dynamiques pour évaluer la gestion des finances. Depuis lors, avec la loi du 17 décembre 2012, l'exécutif est tenu d'informer les parlementaires de l'état des finances publiques de l'année écoulée sous la forme d'un tableau de synthèse qui représente les soldes structurel et le solde effectif de l'ensemble de l'administration publique à l'issue de l'exécution budgétaire. De plus, l'article 41 de la loi introduit également un mécanisme d'échéance vertueux, une réelle évolution, qui impose que la loi des finances de l'année N+1 ne puisse être discutée avant que la loi relative aux résultats de gestion et portant approbation des comptes de l'année n'ait été votée. Ces dispositifs visent à rationaliser les dispositifs budgétaires et à s'assurer que les résultats de l'année précédente sont pris en compte dans l'élaboration du nouveau budget. Enfin, depuis 2018, l'installation du printemps de l'évaluation a renforcé cette dynamique de contrôle en instituant un moment clé dans l'évaluation des politiques publiques. Ce dispositif permet d'auditionner les ministres sur les résultats des politiques publiques sous leurs responsabilités, offrant ainsi au Parlement l'opportunité d'exercer un réel contrôle sur l'efficacité de l'action publique. Merci beaucoup Ismaël d'avoir répondu de façon aussi claire et aussi complète à cette question. En effet, on peut voir qu'après une période de désintérêt, de dysfonctionnement, ce contrôle parlementaire aujourd'hui occupe une place majeure, indispensable, centrale au sein du paysage institutionnel français. En effet, comme vous nous l'avez dit, les réformes successives, comme par exemple l'adoption de la LOLF, ont permis à renforcer ce contrôle. Mais alors là se pose une autre question, celle de son efficacité. Est-ce que vous pensez, Célestine, que ce contrôle est réellement efficace ou pas ? En France, le Parlement détient en théorie des pouvoirs de contrôle sur l'exécution budgétaire, selon les principes inscrits dans les textes constitutionnels et organiques. Pourtant, en pratique, ces prérogatives semblent souvent inefficaces, entravées par des contraintes politiques, institutionnelles et procédurales. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur les limites qui fragilisent ce contrôle. Pour répondre à cette interrogation, nous examinerons successivement les difficultés rencontrées par les parlementaires dans leurs investigations, l'absence de sanctions en cas de manquement du gouvernement, la dépendance au rapport des juridictions financières ainsi que l'influence du calendrier budgétaire sur l'efficacité du par analyser l'un des obstacles majeurs auxquels se heurtent les parlementaires dans l'exercice de leur mission, la faiblesse de leurs moyens d'investigation. Certes, la LOLF accorde aux parlementaires des pouvoirs d'enquête, leur permettant de se rendre sur pièce et sur place. Ces prérogatives devraient leur offrir la possibilité de contrôler plus en détail l'usage des fonds publics. Pourtant, ces pouvoirs, bien que prévus par les textes, sont souvent limités par le manque de coopération de l'exécutif. En septembre
décembre 2024, un exemple éloquent a illustré cette limite. Le refus du gouvernement de transmettre les lettres plafond du budget 2025 à la Commission des finances, présidée par Éric Coquerel. Ce refus, bien qu'illégal selon les dispositions en vigueur, n'a pas été sanctionné, soulignant ainsi l'impuissance des parlementaires face à des décisions de l'exécutif. En somme, bien que les parlementaires aient théoriquement des outils à leur disposition, l'absence de moyens contraignants pour obtenir les informations nécessaires affaiblit considérablement leur capacité d'action. Nous venons de voir que l'accès à l'information est essentiel pour permettre un contrôle parlementaire efficace, mais ce qui amplifie cette difficulté, c'est bien l'absence de sanctions lorsqu'une telle information n'est pas transmise. En effet, lorsqu'un manquement survient, comme dans le cas du refus de communiquer les lettres plafond, il n'existe aucun mécanisme coercitif pour contraindre l'exécutif à se conformer aux obligations légales. Cela pose une question fondamentale. Comment garantir un contrôle effectif si le gouvernement peut se soustraire à ses obligations sans encourir de conséquences? Ce manque de sanctions affaiblit le pouvoir du Parlement, le réduisant à un rôle d'observateur, incapable d'imposer sa volonté face à l'exécutif. Ainsi, l'inefficacité de ce contrôle trouve ici une cause structurelle, qui tient à l'asymétrie de pouvoir entre les deux institutions. En complément des pouvoirs d'investigation directe, le Parlement s'appuie également sur les rapports de la Cour des comptes pour évaluer l'exécution budgétaire. Cependant, cette procédure révèle une autre limite, liée cette fois à la temporalité du contrôle. Ces rapports, bien qu'indispensables, sont publiés après clôture de l'exercice budgétaire. Par exemple, le rapport sur l'utilisation des crédits de 2022 n'a été publié qu'en 2023. Cela signifie que les parlementaires ne peuvent agir qu'a posteriori, une fois les dépenses effectuées et les anomalies budgétaires déjà. Le décalage temporel limite fortement la réactivité du Parlement. Dans ce contexte, même si des déficits importants sont constatés, comme ce fut le cas pour le compte de 2023, le Parlement ne peut ajuster le budget qu'après coup, sans pouvoir agir en temps réel pour corriger les déséquilibres. Nous voyons donc ici que la dépendance aux juridictions financières, bien qu'utile, complique l'exercice d'un contrôle budgétaire efficace. À cette question de temporalité s'ajoute une autre difficulté, davantage liée au mécanisme constitutionnel. L'article 47 de la Constitution prévoit que si le budget n'est pas adopté dans un délai de 70 jours, le gouvernement peut l'adopter par ordonnance, contournant ainsi le vote parlementaire. Ce recours à des dispositifs exceptionnels a trouvé une nouvelle illustration en 2023 avec l'utilisation du fameux 49.3. Cette procédure qui permet de faire adopter une loi sans débat ni vote, et qui affaiblit directement le contrôle parlementaire. Le recours à de tels mécanismes prive le Parlement de sa fonction centrale de délibération, en lui retirant la possibilité de modifier ou de rejeter certaines dispositions budgétaires avant leur application. Le contrôle parlementaire devient ainsi symbolique, et les élus voient leur rôle se réduire à celui d'un spectateur face à un exécutif tout-puissant dans la gestion des finances. Face à ces multiples limites, des réformes ont été introduites pour améliorer ce contrôle budgétaire, notamment à travers la LOLF. Celle-ci a instauré des outils, comme les projets annuels de performance, censés permettre aux parlementaires de mieux suivre l'utilisation des crédits alloués. Pourtant, en dépit de ces avancées, le contrôle reste insuffisant. La complexité des documents budgétaires, souvent trop techniques, rend leur analyse difficile pour de nombreux députés. D'autres modèles européens, comme celui du Bundestag en Allemagne, offrent aux élus une assistance scientifique indépendante pour mieux appréhender les enjeux budgétaires. Mais en France, ce type d'expertise manque cruellement, ce qui limite la capacité des parlementaires à mener une analyse approfondie des projets de loi de finances. Enfin, un dernier élément vient s'ajouter à cette analyse, le poids de la discipline partisane et du fait majoritaire. En théorie, le contrôle parlementaire devrait s'exercer sans distinction de couleur politique. Cependant, dans la pratique, les députés de la majorité préfèrent souvent soutenir le gouvernement au détriment d'un contrôle strict de son action. Ce soutien inconditionnel, renforcé par des logiques partisanes, affaiblit encore plus l'efficacité des mécanismes de secours. Même lorsque les parlementaires disposent d'outils légaux pour exercer leur mission, la mise en œuvre de ces derniers est souvent freinée par des dynamiques politiques internes. Le contrôle budgétaire se trouve alors relégué à un second plan au profit de la cohésion gouvernementale. En conclusion, bien que le Parlement dispose théoriquement de pouvoirs de contrôle sur l'exécution budgétaire, ceux-ci se heurtent à de nombreuses limites. Elles sont institutionnelles, politiques ou procédurales. Et entre l'absence de sanctions, le manque de réactivité face aux écarts budgétaires et la domination de l'exécutif par des mécanismes constitutionnels, le contrôle parlementaire apparaît largement affaibli. Des réformes plus profondes, axées sur une plus grande transparence et une meilleure expertise indépendante, seraient nécessaires pour renforcer ce pouvoir de contrôle, indispensable au bon fonctionnement des finances publiques. Merci beaucoup Célestine pour votre intervention. Comme vous nous l'avez si bien expliqué, on peut voir que ce contrôle parlementaire reste très limité et rencontre de nombreux obstacles, notamment institutionnels. Est-ce que, Ismaël, vous pouvez nous expliquer
des solutions, s'il y en a, afin de rendre ce contrôle plus efficace pour l'avenir, par exemple? Je vous remercie encore une fois de plus, Mathilde, pour cette autre question. Je pense qu'une des premières solutions pour renforcer le pouvoir et l'efficacité du contrôle exercé par les parlements sur l'exécution du budget serait de donner aux parlementaires des réels pouvoirs d'enquête. Bien que l'article 57 de la LOLF leur permette d'investiguer sur pièce et sur place, mais l'absence des sanctions en cas de non-transmission des documents demandés par les commissions de finances, comme les lettres des plafonds, montrent que ce pouvoir est peu contraignant. Pour pallier cette limite, il faudrait instaurer des sanctions pour non-respect des obligations de transmission liées aux documents budgétaires dès leur élaboration, sans qu'il soit nécessaire de faire des demandes répétées auprès du gouvernement. De plus, il se peut que certains parlementaires estiment que les documents du projet annuel de performance, les rapports annuels également, sont des documents complexes et souvent peu accessibles. Pour résoudre ces problèmes-là, il faut que ces informations soient plus exploitables. Il faut également qu'ils soient simplifiés en proposant des résumés plus compréhensibles pour permettre une meilleure accessibilité de ces informations à l'ensemble des parlementaires, y compris ceux sans expertise technique et spécifique, notamment dans le domaine des finances publiques, toujours dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'information. Pour améliorer l'efficacité du contrôle de l'exécution budgétaire, il faudrait par exemple publier en temps réel des données sur l'exécution budgétaire via une plateforme numérique accessible au Parlement. Selon certains auteurs comme Michel Bouvier, professeur de droit public, il est crucial de renforcer les obligations de transparence dans l'administration publique. Cela pourrait inclure des délais stricts dans les transmissions de documents budgétaires et des sanctions en cas de non-respect de ces délais-là. En outre, face aux limites consacrées dans la mise en œuvre d'échéances vertueuses des finances publiques, il devient essentiel de repenser l'implication des parties prenantes. La mission d'information sur le suivi de la loi organique relative aux lois des finances, dans son rapport de septembre 2019, a souligné la nécessité d'une grande participation du Parlement à l'élaboration et au suivi des dispositifs de performance. Elle préconise également une révision régulière des objectifs et des indicateurs de performance, notamment ceux d'ordre public, en concertation avec le Parlement, la direction du budget, mais aussi avec le ministère concerné. Dans cette logique, la Cour des comptes a également suggéré la mise en place de conférences de performance interinstitutionnelles favorisant un dialogue structuré entre les rapporteurs des commissions de finances, la direction du budget et les représentants des ministères sur ces mêmes indicateurs. Pour renforcer cet effort, M. Lambert a récemment proposé une solution innovante, que le Parlement informe chaque année l'exécutif lors de la loi des finances initiale sur quels critères et sur quels résultats des politiques publiques il fera porter son propre effort d'évaluation, ce qui permettrait de se doter des informations pour parvenir à un contrôle et une évaluation partagée. Cela permettrait d'anticiper les besoins d'évaluation et de renforcer la coordination entre les institutions pour une gestion plus efficace des finances publiques. Enfin, une perspective d'amélioration pourrait envisager pour donner plus de temps à l'analyse budgétaire ainsi à la fusion des débats d'orientation des finances publiques avec celui du programme de stabilité est envisagé. Toutefois, un débat annuel sur la dette pourrait également être instauré, permettant de mieux contrôler son financement. Merci beaucoup Ismaël d'avoir répondu à cette dernière question. Maintenant, il est temps de clôturer ce débat sur le contrôle de l'exécution budgétaire par le Parlement en France. Pour résumer, nous avons vu que bien que ce contrôle ait été renforcé par de nombreuses réformes, notamment la LOLF de 2001, ce contrôle reste néanmoins limité dans son efficacité. Nous avons vu de nombreuses limites, notamment les difficultés d'accès à l'information, l'absence de sanctions en cas de manquement, la dépendance au rapport a posteriori des juridictions financières et le poids des contraintes politiques. Toutes ces limites affaiblissent ce contrôle pourtant essentiel. Cependant, comme nous a expliqué Ismaël précédemment, des pistes d'amélioration existent. On pourrait renforcer les pouvoirs d'enquête du Parlement, introduire des sanctions en cas de manquement de l'exécutif et doter les députés d'une expertise indépendante. Toutes ces propositions de réforme pourraient aboutir à un contrôle plus transparent avec plus de rigueur. Maintenant, il est temps que je remercie les intervenants.
Célestine et Ismaël qui ont gentiment répondu à nos interrogations. Et je remercie également le public et l'équipe de tournage. Et je vous souhaite à tous une agréable journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Finance Télé.